On va prendre à présent la direction de l'Ukraine. Assiste-t-on à une accélération des négociations entre les deux camps? Pourquoi dit-on cela? Eh bien, à cause de cette déclaration de Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, suite à sa visite en Chine. C'est la première fois qu'il se rend sur place. Il parle de dialogue direct avec Pékin. On va l'écouter sur ces discussions. La Chine qui se positionne plus que jamais en intermédiaire entre les deux camps. Écoutez. Il y aura des discussions approfondies et détaillées. Une question est au centre de tout cela, la paix en Ukraine. Nous parlerons, nous chercherons des points de contact. Nous devons éviter la concurrence des plans de paix. Nous devons nous diriger vers une paix juste et constante. Et la Chine peut jouer un rôle important à cet égard. Voilà, alors comment interpréter cette visite en Chine? Qu'est-ce qu'il faut y voir derrière? On recherche l'aide d'un intermédiaire pour avancer? Alors, il y a deux choses. Il ne faut pas oublier quand même que les Chinois sont proches de Moscou, que les Chinois aujourd'hui ont cette envie et cette volonté de vouloir négocier, de faire de la compétition, surtout aux Américains. On l'a vu aussi dans le conflit au Moyen-Orient et la dernière accord signé entre les factions palestiniennes. Donc je pense que les Ukrainiens sont très lucide sur le fait qu'il va falloir aussi non seulement simplement parler avec les Occidentaux, mais parler aussi avec cet axe-là et aussi, surtout, dans une année électorale aux États-Unis où l'ombre de Trump et de J.D. Vance et de éventuellement fin de l'aide américaine plane sur les négociations, sur la guerre et la suite. Effectivement. Gallagher? Non, moi je suis très, très impressionné sincèrement par la puissance actuelle de la diplomatie chinoise. Alors ça n'est pas toujours suivi de faits en matière de détente ou de résolution, mais en tous les cas on voit que Pékin, et ici en l'occurrence Kuleba n'est pas à Pékin mais il est à Canton, la Chine est en train de devenir une espèce de barycentre de la diplomatie mondiale. Il faut savoir qu'à peine 24 heures avant l'arrivée de Kuleba, les Chinois ont mis en scène de manière très chorégraphiée un espèce de grand accord de réconciliation intergouvernementale entre 14 représentants des factions palestiniennes, dont les islamistes du Hamas et leurs rivaux du Fatah, dont le président Abbas gouverne en Cisjordanie. Et donc, on voit qu'ils sont en train de faire plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est évidemment un pied de nez qui est fait aux Américains, qui sont un peu la puissance traditionnelle dans cette zone. Et pareil, sur le conflit russo-ukrainien, on aurait pu penser que ça aurait été les Américains aux avant-postes. Donc c'est aussi une manière pour ceux qui vont en Chine de dire aux Américains, en fait, vous n'êtes pas capables, vous n'êtes plus capables, et on envisage d'autres pistes. Il y a autre chose qui est frappant dans la démarche de Kuleba, c'est que c'est la toute première fois que les Ukrainiens vont en Chine depuis la tentative d'invasion totale, qui n'a toujours pas été condamnée par la Chine. Or, le président Zelensky, en amont du grand sommet sur la paix en Ukraine qui a été organisé il y a quelques semaines en Suisse, avait eu des mots très très durs à l'endroit de la Chine, qui l'accusait, je cite, de saborder la conférence en dissuadant certains pays d'y venir. Puisque, rappelez-vous, la Chine disait, écoutez, aller à une conférence sur la paix sans que les deux belligérants soient représentés, puisque la Russie était exclue de la conférence, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc deux infos. La première, c'est que depuis, Zelensky a clairement dit qu'en novembre, ils vont organiser, ou ils souhaitent organiser une deuxième conférence de ce type, et que là, il y aura une délégation russe. Il faut quand même rappeler que ça vient d'un homme qui, en octobre 2022, à la Rada, fait voter une loi qui interdit de négocier. Et là, j'entends souvent des approximations, pas avec la Russie ou avec les Russes, avec Vladimir Poutine. Donc on voit qu'ils se sont laissés une marge de manœuvre, et on voit que, voilà, on avance vers un mot qui était tabou jusque récemment et qui est sorti désormais du chapeau et qui est là et qui est posé et qui pèse très très lourd. Négociation. Maintenant, voilà. Ou paix aussi. Hein, oui, alors les deux sont intimement liés, parce que bien évidemment, ils sont là pour parler de paix, c'est le terme qui est employé par Kuleba. Il y a une autre expression à laquelle il faut faire très attention, c'est intégrité territoriale. Et bien justement, j'y viens, parce que c'est important, cette autre déclaration aussi soulignée par Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne. Il a assuré que la Chine avait donné un signal clair de son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine. Bah oui, parce que c'est bien d'aller en Chine. Et pour faire quoi? Pour négocier sur quoi, général?
Alors, je trouve que c'est très ambigu, tous ces échanges, c'est très ambigu. Enfin, d'abord, moi, je dirais d'abord que l'objectif de l'Ukraine, c'est d'affaiblir le soutien à la Russie en passant par la Chine, parce que la Chine est quand même un soutien de la Russie, comme on vient de l'évoquer. Donc, il s'agit bien d'affaiblir ce soutien qui semble quand même bien réel. Deuxième point, c'est aussi profiter de cette plus ou moins mise en sommeil américaine dans la gestion du conflit, puisque les Américains ont d'autres soucis aujourd'hui de politique intérieure. Et ça, je crois qu'il s'est pris en compte, justement, d'une stratégie générale. Alors, effectivement, la Chine, aujourd'hui, se positionne comme par son activisme diplomatique, je dirais le mot activisme peut-être, elle a bien réussi à rapprocher l'Arabie Saoudite de l'Iran, il ne faut quand même pas l'oublier, hein, en plus de ce qu'elle fait pour les Palestiniens, elle veut être présente partout, elle profite de l'état de faiblesse que je viens d'évoquer. Alors maintenant, quant au plan de paix, bon, moi je veux bien écouter le mot intégrité territoriale voulu par Zelensky. Ça voudrait dire qu'en fait on a les moyens d'imposer à la Russie le fait qu'elle abandonne les territoires qu'elle a annexés. Oui, c'est ça. À la date d'aujourd'hui, je ne vois pas trop comment ça pourrait se faire. Et quand on voit toutes les évocations concernant les négociations, de quoi parle-t-on ? On parle en fait de 3 objectifs recherchés. 1, sécurité énergétique au niveau de l'Ukraine, c'est-à-dire en fait arrêter les bombardements sur tout ce qui permet notamment à l'industrie ukrainienne de faire face aux besoins en armement. Donc c'est bien joué. 2, sécurité en mer Noire. Bon, la marine russe est écartée et il n'y a pas vraiment d'attaque sur l'exportation du blé, qui est aussi une partie du problème en termes d'assurer les ressources financières pour la guerre. Et puis en fait, c'est les échanges de prisonniers qui se font d'une manière homéopathique déjà depuis quelques temps. Voilà. C'est les 3 éléments clés qui ont été évoqués il y a 15 jours. Hein. Le reste, on voit mal, moi je vois mal comment ça pourrait se réaliser, parce qu'on va revenir à cette conclusion, c'est qu'aujourd'hui, c'est la réalité du terrain qui décide. Est-ce qu'une armée ukrainienne qui a du mal à faire face à une armée russe, qui recule sur certains points, qui finalement ne peut pas résister totalement comme elle le souhaiterait, pourrait imposer sa volonté à une armée russe qui progresse ? Même si cette armée russe progresse peu, mais elle progresse. Oui. C'est par kilomètres et non pas par dizaines de kilomètres. Donc il y a une progression de l'armée russe. L'armée russe est en situation, je dirais pas de vainqueur, parce que c'est exagéré, mais d'avantage. Est-ce qu'un État qui est en train d'avoir un avantage sur le terrain est prêt à négocier avec un État qui n'a plus cet avantage ? Donc je pense qu'il y a un contournement de la solution à la crise par l'Ukraine, qui trouve tous les moyens possibles avec intelligence de se dire, voilà, j'essaie de passer par là pour obtenir un résultat, mais je vois mal comment elle pourrait atteindre son objectif d'avoir ce plan en 10 ou 12 points, je ne sais plus combien c'était 10 points je crois, et d'avoir cette intégrité territoriale qui, je le rappelle, ce sont des frontières de 1991. Je vois mal comment aujourd'hui ces frontières de 1991 pourraient être obtenues par l'Ukraine. Effectivement, Pékin qui reconnaît en tout cas que le calendrier et les conditions ne sont pas encore mûres, mais qui est prêt à jouer un rôle constructif dans ces efforts de paix. Hein. Voilà ce que dit aussi Kouleba. Mon collègue chinois a clairement dit qu'il était d'accord avec le fait que nous n'avons pas besoin de l'illusion de la paix, mais d'une paix juste et durable. On revient à cette paix juste et durable qui n'est pas encore effectivement décrite dans ses détails. Et c'est bien là que le bas blesse, hein, parce qu'on ne sait pas comment avancer, Elisabeth. On ne sait pas comment avancer, désolé. On parlait beaucoup des demandes ukrainiennes, mais la réponse en fait de Poutine était très intéressante, parce qu'il a dit, il n'y a pas de souci, on peut avoir une paix si vous nous passez à Donbass, Zaporizhzhia, Kherson, etc. Or, ils n'ont pas conquis tous ces territoires-là. Donc, en même temps, ils ne sont pas non plus, ils n'ont pas un avantage énorme, un peu comme vous avez dit sur le front, mais c'est très difficile quand les deux cas n'ont pas, personne gagne clairement cette guerre. Donc arriver à une paix où une a clairement l'avantage et peuvent imposer ses demandes, on n'est pas là en fait. Alors la Russie, elle a réagi. Elle a réagi à cette visite en Chine du ministre des Affaires étrangères ukrainien par la voix de Dmitri Peskov. À ces discussions en cours, on va écouter le porte-parole du Kremlin. Le message est en phase avec notre position. Vous savez que la partie russe n'a jamais refusé les négociations et nous sommes toujours restés ouverts à ce processus. Les détails sont importants ici, mais nous ne les connaissons pas encore. Nous attendons des éclaircissements supplémentaires. Voilà. Pas grand-chose de neuf dans cette déclaration de Dmitri Peskov. La Russie qui ne se montre pas fermée, mais qui attend des détails. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a de l'évolution ? Oui. Oui.
En fait, ce qui est neuf là-dedans, et c'est là qu'on voit que c'est pas si mal joué que ça de la part des Ukrainiens, c'est le ton de Peskov. Vous l'avez déjà entendu aussi poli, Oui, aussi presque doux, j'allais dire. Oui, voilà. On aurait pu s'attendre, parce que tout ce qui concerne les Ukrainiens, c'est généralement virulent et véhément dans la bouche de Peskov. Alors que là, on est sur de la soie. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il y a le grand ami chinois qui est impliqué, qui fait le choix de recevoir Dmytro Kuleba pour parler de paix sur un dossier qui concerne quand même au premier chef la Russie. Donc, à mon sens, l'idée ukrainienne est la suivante. Je suis tout à fait d'accord avec le général qu'on est dans une situation d'attrition et de blocage de sens militaire. La diplomatie, on la conçoit souvent comme étant une méthode ou une manière de résolution. C'est aussi comme la politique, une manière, ça peut l'être en tous les cas, de faire pression et donc de prolonger le conflit par d'autres moyens, de se dire qu'est-ce que la Chine attend. Et c'est pour ça que j'insistais sur l'expression d'intégrité territoriale. La seule chose qui intéresse la Chine, enfin la seule, en tous les cas un gros dossier pour la Chine, c'est Taïwan. Et c'est précisément la raison pour laquelle la Chine, par exemple, n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie, pas plus qu'elle n'a reconnu l'annexion, la soi-disant annexion des 4 oblasts ukrainiens par la Russie. Donc, l'Ukraine a très bien compris cela. Elle se dit qu'elle a peut-être une carte à jouer. C'est une ligne de crête. Ça va être très compliqué parce qu'au jour d'aujourd'hui, la Russie peut beaucoup plus pour la Chine que l'Ukraine, mais l'Ukraine n'est pas complètement dénuée non plus d'options et d'offres potentielles qu'elle peut faire à l'endroit de la Chine sur la scène internationale. Mais est-ce qu'elle donne aussi des signes, l'Ukraine ? On se souvient aussi que le président Zelensky avait fait allusion à cette présence russe lors d'un prochain sommet éventuellement. C'est vrai que ça c'était aussi une nouveauté. Qu'est-ce qui motive ces petits pas ? Est-ce que c'est ce que vous disiez, c'est la situation sur le terrain finalement, une situation d'attrition où pas grand monde ne progresse et que la situation est gelée, et cette peur justement d'une situation gelée. La situation n'est pas gelée. Oui, parce que les Russes sont justement en train d'avancer du côté de Donetsk. Lentement, mais sûrement, au moins à la date d'aujourd'hui, du côté russe, en faveur des Russes. Ça, c'est une réalité. Ensuite, tout ce qu'on a évoqué précédemment, le soutien de l'étranger au profit de l'Ukraine, qui va quand même poser un problème à un moment donné. Et puis, quand même, il y a un sondage qui est sorti dans la presse ukrainienne la semaine dernière, avec 44%, si je ne me trompe pas, de personnes qui étaient favorables à des négociations. Et à peine une trentaine de pourcents, peut-être 32, qui étaient pour la poursuite de la guerre. Il y a un moment où quand même le poids des morts et des blessés, le poids des destructions porte quand même sur le moral d'une population, et surtout une population à la limite pourrait dire on continue de faire la guerre s'il y avait une chance de victoire. Qui peut croire aujourd'hui que l'Ukraine sera capable de reconquérir militairement les frontières de 1991. Personne ne peut y croire aujourd'hui. Et je pense que même un Ukrainien qui voit ça au bout de 2 ans et demi dit bon, ça suffit, bon d'accord, on va peut-être perdre, mais à un moment il faut peut-être arrêter le carnage, parce que je pense que c'est une réaction tout à fait humaine d'une société. C'est on va peut-être arrêter le carnage. Et je pense que Zelensky est à l'écoute. N'oublions pas aussi qu'il n'est plus tellement légitime en quelque sorte politiquement à la tête de l'État ukrainien, tout comme d'ailleurs le Parlement ukrainien. Ça fait beaucoup de problématiques. Et puis je retiens aussi, mais je conclurai là-dessus, les propos du maire de Kiev qui remettait en cause finalement le président Zelensky. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des éléments de scission à l'intérieur, non pas forcément pour arrêter la guerre, mais simplement des relations de pouvoir. Et je crois que la relation de pouvoir existe aussi en Ukraine en temps de guerre. Oui, Elisabeth, d'accord avec ça. Effectivement, il faut prendre en compte aussi ces sondages et ces chiffres qui veulent quand même dire quelque chose. Ces chiffres, même si ce n'est pas tout à fait une démocratie vu que les élections n'ont pas eu lieu, mais par rapport à une Russie, c'est clairement plus une démocratie où l'opinion publique compte. On a vu quand même le changement de l'état-major, alors qu'ils ont remplacé quelqu'un qui était très populaire, qui pouvait aussi peut-être, comme le maire de Kiev, prétendre plus tard à une position politique. Donc il y a quand même des problèmes politiques en interne, des problèmes, comme vous soulignez, d'opinion publique dans une démocratie. Ça compte. Il y a beaucoup de morts et de blessés des deux côtés, bien sûr. Et aujourd'hui, on a parlé des Américains, mais il y a aussi les Allemands, par exemple, qui ont dit qu'ils allaient couper de moitié l'aide à l'Ukraine, alors qu'on avait espéré ces aides, notamment l'aide américaine qui arrivait ce printemps et cet été, comme la panacée à cette guerre. Très clairement, c'est pas le cas. Donc, on est dans une situation aujourd'hui que maintenant que les livraisons ont commencé, ils gagnent quand même pas, et les livraisons vont pas continuer de la même façon. Donc, il y a aussi une réalisation que ça peut pas être. Enfin, ça ne peut pas aller mieux dans ces conditions.
Allez, 2 images à présent à Moscou. Moscou, pourquoi ? Eh bien parce que le président Poutine reçoit le président biélorusse Loukachenko. C'est à Saint-Pétersbourg d'ailleurs, pas à Moscou, donc un allié indéfectible en cette personne. Et puis hier, c'était le tour de quelqu'un d'autre. C'était Bachar el-Assad, le président syrien qui est lui venu à Moscou pour saluer le président Poutine, 2 alliés. Là aussi, effectivement, vous disiez, Général Chauvency, c'est de la contre-communication par rapport à tout ce qui va se passer à Paris, les chefs d'État qui vont défiler. Voici de grands absents qui ne seront pas à Paris demain. Oui, c'est l'animation de l'autre camp, puisque mes athlètes ne portent pas leur drapeau, qu'on conteste ma présence, qu'en fait c'est le monde occidental qui organise peut-être ces Jeux Olympiques, mais c'est pas tout à fait exact. Et moi, Poutine, je reçois qui je veux ici, y compris quelqu'un aussi qui est mis au banc quand même de la communauté internationale, où finalement la Russie a beaucoup apporté, dans le mauvais sens du terme, mais au profit de Bachar el-Assad. Voilà, donc c'est la contre-communication pour dire, moi je vis normalement, j'ai aussi mes relations internationales, je ne suis pas un pestiféré. Et puis c'est en même temps d'ailleurs, en parallèle de la visite du ministre des Affaires étrangères ukrainien en Chine. Donc voilà, on a cette contre-communication en permanence pour dire, oui, il fait ceci, mais je suis capable de le faire, je fais venir aussi. Donc j'ai aussi ma politique étrangère, j'ai mes relations, j'ai mes soutiens. Alors maintenant, est-ce que ça a le même poids ? Pour nous, ça nous fait réagir. Mais est-ce que ça n'a pas un poids justement pour les opinions publiques, notamment russes, pour montrer que oui, finalement, on existe toujours, on est encore une grande puissance, avec bien sûr l'image qu'on leur présente en disant effectivement ce sont des grands alliés qui se comportent parfaitement bien. C'est un autre sujet. Et la guerre. Non, si on était sur les Jeux Olympiques de la boucherie à Moscou, je pense qu'on a 2 médailles d'or là, avec Bachar el-Assad et Vladimir Poutine, qui sont des parias. Il y a, pour le coup, on parlait de la Chine comme étant un nouveau barycentre diplomatique. Il y a un vrai enjeu diplomatique dans cette réception, puisque l'un des dossiers qui est sur la table entre les 2 hommes, c'est une éventuelle détente entre la Turquie et la Syrie, puisque la Turquie occupe encore militairement 2 provinces frontalières dans le nord de la Syrie, où elle va prochainement mettre fin à une opération militaire contre des Kurdes. La Turquie a 3,2 millions de réfugiés syriens sur son territoire, donc il y a quand même des enjeux diplomatiques importants. Maintenant, comme avec la Chine, on va voir si Vladimir Poutine est capable de donner des résultats concrets sur ce front-là.